procrastiner, c'est toi contre toi. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où on a envie d'être riche avant de commencer à avoir travaillé, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est de commencer à faire une étape à la fois. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui, tu vois, viennent me voir dans la rue par exemple et qui me demandent c'est quoi ton conseil pour se lancer sur les réseaux. Je leur dis juste lance-toi. Lance-toi. En fait. Ouais, carrément. Tout à l'heure quand je suis allé acheter à boire, il y a GMK qui est passé devant avec Arrête. sa nouvelle GT3 RS. Il upgrade son garage dernièrement. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours des meilleures voitures que lui? Je réponds plus à cette question, c'est fini. Je trouve qu'il faudrait trop qu'on remplace une de ces voitures contre un abonnement. Il disait ouais, il y a des abonnés qui disent que je loue mes voitures, ils sont complètement cons. S'ils savaient, ça me coûtait 30 000 € par mois. Si tu regardes cette vidéo, l'SVJ c'est 9 000 € par mois hors taxe. Donc c'est bien moins cher que ce que tu penses. Aujourd'hui, j'imagine que c'est pas le rêve d'un immeuble qui te fait avancer. Non, la passion des voitures, c'est plus ce qui me fait avancer aujourd'hui. Je sais pas si c'est la passion du business non plus. Tu sais, ici, tu parles pas juste de business sur ta chaîne. Tu parles de gens qui veulent aller au maximum de ce qu'ils ont dans les tripes. C'est ça qui me fait avancer. C'est que je sais que je peux faire beaucoup plus. Je suis le fondateur de Tourismo et je vais chercher la boîte à plusieurs milliards. Et aujourd'hui, c'est quoi la valorisation de Tourismo? On est dans les millions. Exceptionnel. Non, pas exceptionnel, beau départ. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui a complètement transformé la manière de mes équipes et moi de travailler. Quand tu lances une entreprise, il y a plein de choses à gérer. Trouver des clients, créer ton produit, mais souvent le plus dur, c'est la gestion financière. Et c'est exactement pour ça qu'on utilise Revolut Business. C'est simple, rapide, et ça permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, faire grandir nos projets. Avec Revolut Business, tu peux suivre tes dépenses en temps réel, créer des cartes virtuelles pour tes équipes, gérer tes abonnements et tes paiements récurrents, et payer et recevoir à l'international sans frais cachés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en vous inscrivant avec le lien dans notre bio, vous recevrez 80 € offerts à l'inscription. Franchement, si vous lancez un projet, c'est important de commencer avec des bonnes bases. Et Revolut Business, c'est exactement ça. C'est parti pour le podcast. La dernière fois qu'on a fait le podcast, t'attendais ton fils. Ah oui, effectivement. Maintenant, il est né. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? J'ai l'impression que il n'y avait pas de vie avant, tu vois, et que ça a toujours été comme ça. Alors, c'est pas du tout vrai, tu vois, ça fait que 5 mois. Mais donc, il y a vraiment ce truc que tu penses plus à ce que c'était avant d'avoir une vraie famille, quoi. Et Donc, tu retourneras en arrière pour rien au monde, j'imagine. Non, ouais, non, rien au monde. C'est quoi que ça a le plus changé dans ton travail? J'allais dire rien, mais c'est pas vrai. La difficulté de rester après 19h. Ok. Parce que tu sais que vers 20h, il va dormir, 19h30, 20h. Et donc, si t'es parti tôt au matin, tu l'as vu 5 minutes et tu sais que tu le vois pas jusqu'au lendemain, quoi. Donc, dès que tu passes les 19h au boulot, tu sais que t'as jumpé tout ça, quoi, c'est fini. Ok. Donc, je dirais que c'est le fait d'accepter ce créneau horaire, de le passer, et après, bon, après, t'es reparti, quoi. Est-ce qu'il y a des matins où c'est dur de partir vraiment? Où t'aimerais passer la journée avec lui? Le matin, c'est fou, et je m'éternise un peu plus au lit, parce que souvent ma femme va le chercher, elle le met entre nous pour que je me réveille, et pour que je profite de lui 5 minutes. Mais bon, après, tu bois ton premier café, et tu te rappelles aussi qu'il y a quelque chose à bâtir pour lui aussi, quoi. Donc j'oublie pas, et je pars. Mais j'ai très envie de rentrer. Ouais, j'imagine. Voilà. Mais c'est une nouvelle mission, et je pense que t'as beaucoup de choses à lui apprendre, t'as envie de lui apprendre beaucoup de choses. Ouais, j'ai vraiment... je suis impatient de pouvoir transmettre mes idées, ma façon de voir la vie à quelqu'un, comme à personne d'autre finalement. Tu peux éduquer personne dans la vie. Enfin, c'est très mal placé d'éduquer quelqu'un à part ses propres enfants. Donc je suis très impatient de voir le père que je vais être. Qu'est-ce que lui t'a déjà appris? Que la vie est courte et que le temps passe très vite, parce qu'un bébé, ça grandit à une vitesse qui est juste phénoménale. Et puis... je me rends compte aussi de ce qu'on dit, sacrifier sa vie de famille pour son travail, que je m'étais jamais rendu compte avant. Là, maintenant, je commence à comprendre le poids de ces mots. Et qu'est-ce qui grandit plus vite, ton fils ou Tourismo? Je pense que cette année, ces derniers mois, c'était mon fils qui a grandi plus vite. Ouais. Ok. Je pense que ça te dérange pas. Et j'imagine aussi, j'avais beaucoup parlé de toi la première fois, de ta définition du succès un petit peu. Ouais. C'était quoi un peu ton but? Maintenant que t'es père, est-ce que ça a changé? Je pense pas que ma vision de la vie ait changé drastiquement parce que je suis père maintenant. En tout cas, surtout professionnellement, il y a rien qui a changé, quoi. Peut-être encore plus envie de bâtir, et peut-être qu'il y a cette idée de transmettre que je commence à ressentir, que j'ai jamais ressenti avant. Puisque évidemment, quand t'as pas d'enfant, il y a une fin, et puis après toi, il n'y a plus rien. À part si tu as vraiment marqué le monde, et il y aura peut-être une statue en ton honneur, et il faut déjà y arriver. Mais donc après toi, il n'y a plus rien. Quand tu as une famille, tu peux transmettre, et la transmission, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Et justement, tu penses que c'est quoi la chose la plus importante à transmettre à son enfant pour qu'il aborde la vie avec le bon état d'esprit?
Ouais, je pense l'éducation et le mindset. Parce que je pense pas que j'ai eu une mauvaise éducation de mes parents. J'étais quelqu'un de bien éduqué. Par contre, j'avais pas ce mindset d'ouverture sur la vie Mhm. en fait, j'ai envie de lui crier que c'est le meilleur tous les matins. J'ai envie de lui dire que tout est possible et qu'il faut y croire et qu'il faut y aller. Tu vois, j'ai envie de crier ça 10 fois plus fort que les autres parce que j'ai l'impression que je crie à mes propres oreilles ce que j'aurais voulu entendre il y a 10 ans. Alors, je ne sais pas quel impact ça va avoir, tu vois. Est-ce Mhm. que justement avoir quelqu'un, ton père qui se crie ça, c'est justement un résultat qui est pas positif. En tout cas, je le connais pas ce résultat, mais de temps en temps, on voit des petites histoires passer. Je sais plus. J'avais vu un réel la dernière fois, mais je pense que c'était quelqu'un de très connu, où elle avait reçu un mot de la prof qui disait que son fils était très mauvais et qu'il fallait qu'il arrête l'école et qu'il aille dans une école spécialisée. Et elle avait lu le mot à son fils en disant que c'était un génie, tu vois. Cette couverture, j'ai envie de l'avoir. Je dis pas qu'il est très mauvais, mais en tout cas, lui dire que c'est qui peut être ce qu'il veut être, j'ai envie de transmettre ça, quoi. Tu penses que si toi, tu avais eu cette transmission, tu serais plus loin J'ai aucune aujourd'hui idée, ou je pas? pense pas en fait. Honnêtement, je pense pas parce que ce niveau de frustration que j'ai, en fait, à chaque fois qu'on me disait que j'étais mauvais ou que j'étais pas assez bon, que je devais rester à ma place, ça avait un impact complètement négatif, tu vois. J'absorbe l'énergie, l'énergie négative et j'avais envie de la renvoyer, mais 2 fois plus fort. Donc, j'ai pas envie de refaire ma vie. J'ai pas envie, parce que tous les éléments m'ont créé, m'ont forgé. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire de faire l'inverse à quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai réagi de cette manière-là au fait qu'on essayait de me mettre plus bas, Mhm. sans méchanceté aucune. Mais la fameuse phrase, t'es fils d'ouvrier, tu le resteras, arrête de rêver, tu vas te péter la tête. Tout ce genre de choses, moi, ça m'a poussé à vouloir aller plus loin. Donc, j'ai pas envie de réécrire l'histoire. J'ai l'impression de voir en tout cas l'histoire que tu vas créer avec lui. Ouais, pareil. Je pense que ça va être exceptionnel. Donc, tu es en train de construire ta famille. Ouais, Félicitations. Mais avant, tu avais quand même construit une autre famille, Tourismo. ouais. Quand on est allé à Tourismo avec l'équipe pour le premier podcast, on avait vraiment été impressionné justement par tes équipes, leur dédication, le nombre qu'ils étaient surtout aussi. Toi, c'est quoi, quelle culture que tu veux vraiment construire au sein de l'entreprise? Alors, franchement, c'est un défi de taille et c'est vraiment un défi du moment. Parce que je pense que ça se forge maintenant, ça se forge pas quand tu es 200 ou 300 personnes. Et j'ai tellement une autre vision du travail et donc, ben, j'ai envie d'avoir une dynamique qui me ressemble, avec un mindset de travail qui me ressemble, plutôt à l'objectif, une étape à la fois. J'ai souvent des petites phrases un peu clichés que je leur ressors, mais tu vois, par exemple, je leur dis souvent, les gars, entre 0 et 1, il n'y a rien, c'est le néant. Parce que souvent, il y a des gens qui commencent quelque chose et qui ne le finissent pas, et je leur dis, ça sert à rien, c'est comme si tu n'avais rien fait. Il te manque 2% ou 20% avant d'avoir fait quelque chose. Donc, j'ai toujours des petites choses comme ça que j'ai envie de donner, vraiment l'objectif, le fait de travailler pour quelque chose qu'on aime. Et, euh, et surtout, ce qui est chouette avec une entreprise comme nous, comme on n'est pas un peu une PME qui va connaître Mhm. 3% de croissance par an, mais qu'on peut vraiment exploser, eh bien finalement, même si on est 20, même si on est 40, même si on est 50, on peut être encore 50 personnes qui ont des rêves immenses, tu vois, et qui peuvent tous connaître une croissance dans le tourisme qui est folle. Un jour, on stagnera un peu plus, hein. Quand tu deviens un grand groupe, tu as milliers d'employés, ben, ça devient moins évident de monter au sommet. Mais aujourd'hui, tout est possible pour toutes les équipes. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et j'ai envie de le garder le plus longtemps possible. Vous êtes combien aujourd'hui? On est entre 20 et 30 personnes. Donc Ok, ok. c'est encore une petite équipe. Mais c'est plus du tout pareil qu'en dessous de 10. Ça commence, Ah ouais, j'imagine. tu vois. Et t'as dit que t'avais une vision du travail différente des autres. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de la transmettre aux gens par l'exemple ou par les mots? Je pense que l'un va pas sans l'autre. Parce que l'exemple n'est pas spécialement compris sans les mots. Et les mots sont pas spécialement compris sans l'exemple. Donc il faut faire les deux. Mais, mais tu peux essayer de démontrer ce que tu veux de temps en temps à quelqu'un. Il doit le vivre par lui-même, il doit faire ses propres expériences pour le comprendre. Donc tu l'accompagnes vers le changement, tu l'accompagnes vers la compréhension, mais qu'il comprenne vraiment, ça dépend que de lui Mhm, et de ok. son éveil à l'écoute finalement. Et quand tu te rends compte que le changement il va pas avoir lieu, qu'est-ce que tu Mais fais? tout le monde ne doit pas devenir directeur ou monter la hiérarchie de Tourismo et suivre l'engouement de l'entreprise. Donc je pense que chaque poste est admirable et qu'il y a des gens, s'ils font bien leur travail, mais qu'ils n'ont pas une envie d'augmentation dans leur carrière complètement folle, c'est pas pour autant que ce ne sont pas des gens qui sont nécessaires à l'entreprise. Donc si ce n'est que ça,
C'est pas grave. Par contre, s'ils font pas leur travail, c'est autre chose. Et c'est toujours un moment difficile pour moi. J'aime pas trop faire ça. Mais Mhm. quand il faut le faire, je le fais et j'ai fait sortir. Et donc, j'essaie de faire sortir de plus en plus vite les gens et de les faire rentrer de plus en plus vite. Donc, j'engage vite, je vire vite. Voilà. C'était justement ma prochaine Ah ben voilà. citation. Hire fast, fire faster. Je voulais savoir ce Voilà. que tu en pensais. C'est George Eaton qui avait dit ça, Ouais, le je suis fondateur d'accord de avec ça. Represent. Je suis d'accord Ok. avec ça. J'avais tendance à laisser les personnes avec des problèmes trop longtemps dans l'entreprise et je me suis rendu compte que systématiquement, ça finit quand même par péter et qu'ils finissent quand même par sortir parce en fait, si tu le sens, il faut agir vite dessus, quoi. Mhm. Ça sert à rien de laisser les choses s'envenimer. Et je pense que c'est un peu ta fainéantise et le fait de ne pas vouloir être la personne qui vire les gens tout le temps. Et puis, il y a aussi très vite un esprit négatif. Tu sais, moi, j'ai déjà viré 4-5 personnes que toute l'entreprise était en PLS en se disant qu'est-ce qui se passe, on va faire faillite. J'étais là, non, non, juste si c'était mauvais, je me suis réveillé ce matin. Je me suis dit que c'était le moment où il fallait changer les choses, tu vois. Donc c'est jamais très évident. Mais bon, bah, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir parce que Turismo a la capacité de grandir très fort avec des Mhm. très petites équipes. Tu vois, donc je suis pas vraiment dans ce problème-là. Par contre, les équipes ont tous vraiment un gros poids dans le développement de Turismo. C'est pas du travail à la chaîne, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ils travaillent tous avec un gros impact dans le développement de Turismo, donc ça reste important, mais la quantité est quand même petite par rapport à ce qu'on fait. C'est vrai que du coup, ils sont peu, mais ils ont un gros impact. Donc Voilà, j'imagine qu'au recrutement, c'est très important de chercher ouais, les bonnes qualités. ouais. C'est quoi justement la chose qui te plaît le plus quand tu cherches quelqu'un? Euh, alors, peut-être qui me plaît plus, mais qui est peut-être pas la plus intelligente, je dirais que c'est le feeling. Ok. Mais finalement, le feeling, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose, parce que je pense que certains postes de l'entreprise ont rien à voir avec le feeling avec moi. Je dois pas finir par boire une bière et faire mon barbecue avec le mec qui gère mes finances, tu vois. Il peut peut-être justement à l'inverse, absolument pas me ressembler et être un king dans son domaine. Donc je pense que j'ai un milliard de choses à apprendre sur tout ce qui est RH. Ma femme est bien plus douée pour les RH que moi, et d'ailleurs pour voir les gens et pour s'y intéresser et comprendre si c'est bon ou pas. Souvent elle me dit des trucs et je suis là Mhm. ouais, 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 ouais. Et puis 6 mois plus tard, je suis là, bon ouais, t'avais encore raison. donc, euh, Ouais. donc maintenant, je lui fais de plus en plus confiance par rapport à ça et je la laisse faire. C'est vrai que par exemple, tu vois, pour le système de recrutement des astronautes, Ouais, ils font exprès de recruter 6 personnes les plus différentes possibles pour que quand il y a un problème qui se présente, il y ait 6 visions totalement différentes pour aborder le ouais, c'est problème. dingue. Est-ce que tu penses que tu cherches un peu à constituer des équipes comme ça ou pas vraiment? Bah, par exemple, pour de la R&D, peut-être. Mais je peux pas recruter 6 personnes au même poste. Donc, j'ai pas cette possibilité-là. Mais en tout cas, avoir des angles d'attaque qui sont différents, ça me paraît très intelligent. Et le challenge 26 va être encore plus sur le RH qu'il n'a jamais été, puisqu'on veut vraiment développer les équipes. Mhm. Donc là, ça va être beaucoup d'apprentissage pour nous. Et on va finalement, et on est déjà en recrutement continu, quoi. Et c'est rigolo parce qu'on a des chances que certaines entreprises n'ont pas. Je veux dire, on poste un message sur Insta et on se retrouve avec 500 candidatures. Non, mais c'est quand même C'est vrai. absolument fou. Et malgré ça, on est toujours en PLS. Donc je me demande, à mon avis, je vais devoir travailler avec d'autres solutions qui doivent se trouver sur le marché pour avoir les bonnes personnes, quoi. Comment tu fais pour rester proche de ton équipe? Parce que j'ai l'impression que c'est un Ouais, peu important mais, pour toi. mais je le suis plus autant qu'avant. Honnêtement, c'est pas possible. Il faut, enfin, je pense à part que quelqu'un tienne un discours opposé au mien et que je serais prêt à écouter, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est possible. Au contraire, ma porte est plus souvent fermée qu'ouverte. Et je demande aussi aux gens de plus rentrer comme dans un moulin à vent dans mon bureau. Donc, il y a un système de rendez-vous qui commence à être mis en place quand on veut bien s'y tenir. Alors, j'ai un gros problème avec mon bureau, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai une baie vitrée ce qui Mhm. monte sur les escaliers. Du coup, je vois toujours des gens qui sont en train de me regarder comme ça en mode, tu sais, qui cherchent mon regard. Donc, c'est très perturbant parce que moi, j'ai un problème d'attention aussi, donc j'ai besoin de me focus. Mhm. Et donc, quand je les vois comme ça au coin de. Et si je ferme, j'ai pas d'autre vitre, tu vois. Donc, Ok, c'est t'es dans ta compliqué. cage. Mais en tout cas, pour répondre à cette distance, je pense qu'elle se perd parce que forcément, tu as plus de responsabilités, tu as plus de choses à faire. Et bon, ça s'éloigne un peu. Mais je pense que des moments de brainstorming, ça aide beaucoup. Bon, au lieu de brainstormer avec une personne, t'es mieux d'en rajouter 6 dans ton bureau. Comme ça fait un effet plus rapide, quoi. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de toi dans l'équipe? C'est possible. Je fais tellement pas attention au jugement des gens sur moi que de temps en temps, j'apprends des trucs complètement de fous sur qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce que pensent les gens de l'entreprise. Enfin, donc c'est possible qu'il y en ait qui ont peur, hein.
Oui, c'est forcément possible. Donc, j'étais parlé de la culture d'entreprise depuis tout à l'heure. Ouais. Pour toi, c'est quoi la plus grosse menace pour la culture d'entreprise? Bien, quand tu intègres des personnes, chacun a sa propre culture, sa propre vision du travail. Et puis, il y a des petits clans qui se font très vite, etc. Puis, si tu recrutes aussi des personnes plus vite au passé, donc dans la direction, etc., eux-mêmes vont inculquer l'entreprise. Imagine, j'avais essayé l'année passée d'ailleurs d'engager un COO, mais il a très vite, lui, va impacter sa culture d'entreprise parce qu'il va être en contact direct Mhm. avec les membres de ton équipe. Et donc, je pense vraiment qu'il faut trouver des gens qui sont en accord avec ta culture pour que eux propagent ton idée de comment on doit travailler au sein de ton entreprise. Donc, je dirais que c'est justement, hein, t'ouvres les portes à des personnes que tu connais pas, qui eux-mêmes vont créer leur propre culture. Et il faut que toi, malgré le peu de temps qui se rétrécit en plus, que tu as le temps d'accorder à ça, et un impact suffisant pour contrôler les genres de choses, quoi. Je pense que le truc à retenir de la chose, pardon, à retenir de ce passage, c'est que vraiment, les équipes, elles resteront pas les mêmes pour toujours, ça Non. doit tourner. Et je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre quand ils se lancent dans un Ouais, projet. les choses évoluent, ça doit tourner. Il y a des gens qui sont fantastiques pendant 2 ans et puis qui n'ont plus leur place dans une entreprise parce qu'elle a évolué et qu'elle demande d'avoir aussi évolué, tu vois. Donc forcément, c'est pareil pour les humains. Quand tu évolues dans la vie, de temps en temps, tu te distances d'autres personnes que tu avais qui ont évolué dans un autre sens. Donc c'est des énergies. Donc quand l'énergie n'est plus la même, quand le but n'est plus le même, forcément, il y a des gens qui changent. Après, mon intention, moi, c'est de garder les gens le plus longtemps possible avec moi dans la même énergie. Parce Mhm. que ça demande encore plus d'énergie de retrouver d'autres personnes. Donc C'est vrai. j'ai envie de garder mes équipes le plus longtemps possible. C'est vrai, mais je pense même que pour certains, tu es un peu devenu leur mentor finalement, Ouais, ceux qui peut-être sont un là peu depuis trop. longtemps. Ouais. Ok. Et je voulais savoir si toi, tu avais eu un mentor ou quelqu'un qui t'a un peu montré l'exemple. Alors, oui, mentor n'est pas bon. Enfin, mentor n'est pas forcément bon. Tu vois, donc un mentor pour moi c'est quelqu'un que à un moment donné tu as écouté, que tu as pris, tu as bu ses paroles en te disant que c'était la vérité absolue. Moi les mentors que j'ai eus, ils m'ont toujours entubé, tu vois. Donc bon après j'ai aussi appris dans l'adversité. Donc finalement, tu vois, c'est un peu cette idée de frustration, d'énergie négative et de réponse à ça. Ça a été pareil avec les personnes que j'aurais pu considérer du coup comme des mentors, mais des mauvais mentors parce qu'ils étaient Mhm. mal intentionnés, mais finalement qui m'ont appris beaucoup. Moi, j'essaie d'être un bon mentor. Je pense pas être quelqu'un de mal intentionné pour les gens. Mais donc, j'aurais aimé avoir un vrai mentor qui m'a toujours qui m'aurait toujours accompagné. Et un des mentors qui m'impressionnait à l'époque, il y a 8 ou 9 ans, eh bien, la taille de sa flotte automobile, c'est- qui me paraissait être un truc complètement pharaonique, tu vois. Eh bien, c'est des commandes que j'ai reçues, donc que j'ai achetées, immatriculées en 3 semaines, il y a quelques mois. Et donc, tu vois, comme quoi, finalement, ça, c'est le type d'évolution que je constate en me disant, Ok. ouais, ça, c'était pour moi le sommet de l'entrepreneuriat. Et ce mois-ci, j'ai acheté plus que la valeur de sa flotte qu'il a mis 15 ans à développer. Ça, je trouve ça. C'est des petits achievements, quoi, tu vois. Là, au moins où je me rends compte, je suis Ouais. pas spécialement fier, mais je me rends compte, tu vois. C'est un constat que la vie a évolué, quoi. Tu penses que ça peut avoir un effet un peu plafond de verre où tu vois là où est ton mentor et tu penses que c'est pas vraiment possible d'aller plus loin? Bah, ça dépend de toi. Je pense que ça dépend de toi. Il n'y a, y a pas de, y a pas de, y a pas de mur, c'est juste des barrières. Il y a toujours une ouverture, il y a toujours le moyen de passer au-dessus, tu vois. Donc ça dépend de toi, mais potentiellement, ou du moins c'est un objectif, effectivement. Il ne faut pas rester accroché. Et c'est là où le mentor pourrait être négatif. Il pourrait essayer de rester, que tu restes en dessous de lui pour que tu continues à lui être utile, par exemple, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, avec moi, je pense que ça ne marcherait pas. Est-ce qu'il y a un leader un peu historique qui t'a marqué, dont tu t'es inspiré pour Ben non, construire en fait, vraiment, et c'est le truc, et donc c'est pas du tout un conseil que je dis, mais j'ai toujours été dans l'action. Je suis allez, un fou absolu de l'action, et donc je me suis j'ai très peu regardé les autres. Alors, ça m'a servi beaucoup parce que j'ai jamais regardé qui faisait quoi dans mon cercle proche ou plus ou moins proche. Et donc, je me suis concentré sur mes affaires, ce qui m'a permis de beaucoup travailler et de mieux avancer que la moyenne des gens. Mais d'un autre côté, j'ai pas regardé non plus ce que faisaient les meilleurs du monde, qui eux avaient probablement 1 milliard de choses à m'apprendre. Et je suis au courant de ça. Et pour autant, j'ai toujours pas commencé
à poser le regard sur les autres et je suis toujours dans l'action. Et peut-être qu'il y a des situations qui m'auraient valu la peine d'avoir analysé les autres pour pouvoir les débloquer plus facilement. Mais j'ai jamais fait ça, non, j'ai jamais fait attention à qui que ce soit, à vrai dire. J'ai interviewé beaucoup justement d'entrepreneurs, d'athlètes professionnels, etc. Et il y a par exemple un des meilleurs joueurs de basket du monde qui m'avait dit que pour être bon dans quelque chose, il faut forcément être un peu moins bon dans autre chose. Est-ce que tu as cette sensation un petit peu? Pour être bon dans quelque chose, il faut être forcément moins bon. Bah, oui, je pense que tu sais pas être excellent partout. Euh, Maintenant, je suis convaincu que tu peux être bon dans une multitude de choses si, de base, déjà, euh, un de tes avantages, c'est de vouloir être bon. Je sais pas si c'est suffisamment clair, mais moi, quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire à fond. Tu vois, quand je faisais, si je devais rénover ce bâtiment ici, j'essaierais d'être le meilleur pour le rénover. Tu vois ce que je veux dire? Forcément qu'il y a certains axes où tu brillerais plus. Donc c'est sûr et certain qu'il a raison, mais je pense que tu peux compenser ça en simplement voulant être le meilleur. Mhm. Donc tu penses que, imaginons que les voitures cessent d'exister demain, Ouais, tu penses que tu serais capable de trouver un nouveau domaine et tout à atomiser? 100%. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Et je trouverais peut-être un domaine où je suis meilleur. Je sais pas si c'est le meilleur domaine, je sais pas si je suis dans mon maximum dans l'automobile, j'en sais rien. Peut-être je serais 1000 fois meilleur ailleurs. De- En tout cas, je suis dans l'automobile pour l'instant, je vais y rester. Mais en tout cas, je sais pas si j'ai trouvé mon niveau d'excellence, quoi. Est-ce que des fois, justement avec ton entourage et les gens que tu rencontres, tu te dis, mince, peut-être que c'est ça que je devrais faire plutôt que ce que je suis en train de faire maintenant? Ouais, non, ça m'est jamais arrivé. Non, jamais. Je suis toujours convaincu, chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ma boîte est la meilleure. Donc, ou à en devenir, mais en tout cas que c'est celle qui a le plus d'avenir. Pour revenir sur le fait d'être moins bon dans quelque chose, tu penses que c'est quoi ton plus gros défaut? La procrastination sur les choses que j'aime pas faire, C'est quoi que t'aimes pas faire? euh, ça peut être un milliard de choses, mais ça peut répondre à un mail qui est là et qui traîne depuis longtemps, ou récolter des documents, ou analyser un truc, ou faire un plan financier sur quelque chose. Ou, tu vois, la capacité à passer à l'action quand tu n'as pas envie de passer à l'action, ça c'est une des choses, je le remarque de temps en temps, et puis je suis là, bon, j'ai bien le droit de ne pas vouloir le faire, et Mhm. puis je me rappelle vite que c'est justement là où tu as des résultats. Mais en tout cas, c'est un de mes défauts. Je dis pas que j'agis pas dessus, mais à certaines, t'as toujours plus facile à faire des choses que tu aimes faire, tu vois. Mais donc voilà, ça c'est peut-être un de mes défauts. Et puis peut-être aussi, je sais pas si j'allais dire la gestion humaine, tu vois, parce que je suis un peu, je sais pas, je suis un peu machine, tu vois. C'est bon ou c'est mauvais, quoi. Et je vais pas Mhm. prendre par l'émotion pour expliquer à quelqu'un que c'est de la merde ce qu'il a fait. Je vais juste lui dire c'est de la merde. Il va me regarder comme ça, je dis c'est de la merde. On va passer à autre chose. Et de temps en temps, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi c'est de la merde pendant une demi-heure, parce qu'il faut juste passer à autre chose. Donc voilà, c'est peut-être, je suis peut-être un peu froid sur cette Ok. manière-là. Et il y a ma femme qui est là pour équilibrer, donc ça va, on fait bon duo pour Ça, ça. c'est cool. La procrastination, c'est vraiment l'obstacle qui les empêche Ouais, de réussir quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose pour essayer d'y remédier ou alors c'est vraiment un travail il se sur fout deux toi-même? baffles, tu vois. Tu mets un peu d'eau sur ta tête et tu te dis, bon, allez, maintenant, j'y vais. Il n'y a rien pour y remédier, c'est toi contre toi. Procrastiner, c'est toi contre toi. Tu vois, y a rien d'autre, il n'y a aucun obstacle, ni physique, probablement mental, du coup, mais je veux dire, y a, normalement, il n'y a rien qui limite le mental, tu vois, à part ton mental. Donc c'est toi contre toi, c'est juste, il faut trouver l'énergie suffisante au fond de tes tripes et y aller, quoi. C'est pas facile, hein, mais je pense que la première chose, c'est se rendre compte que tu es en train de procrastiner sur quelque chose. La majorité des gens ne se rendent pas compte qu'ils remettent à demain, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut se rendre compte, ah, ça je pourrais faire ça maintenant en fait, tu vois. C'est peut-être la première chose. Se rendre compte de qui t'es et de ce que tu es en train de faire, quoi. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui, tu vois, viennent me voir dans la rue par exemple et qui me demandent ouais, c'est quoi ton conseil pour se lancer sur les réseaux? Et je leur dis juste, bah lance-toi en Lance-toi. fait. Ouais, ouais, Je sais pas carrément. pourquoi t'attends Ah un ouais, ouais, conseil. carrément. Et je faisais une petite interview, on appelle ça, enfin, c'est pas une interview, tu sais, quand il y a des gens dans la salle, Un talk. un talk, enfin, ouais, je faisais un petit talk avec quelqu'un, et à un moment donné, il dit, ben bon, on va laisser parler, enfin, on va laisser les gens poser leurs questions, et pose une question, deux questions, et donc des questions vraiment super pointues, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a une boîte pour la passer de 500 à 1 million, et qu'est-ce qu'on fait comme ci, et en fait, les gens n'avaient pas encore commencé, tu vois. Et je dis, mais les gars, je comprends pas. Vous avez tellement des questions qui sont enfin, recherchées, profondes, etc. Et en fait, on s'en fout.
Juste, vraiment, profondément, on s'en fout. Juste, en fait, arrête de poser tes questions et commence, tu vas faire quelque chose. Et ça paraît tellement con, mais c'est tellement vrai. Et donc, bref, faut y aller. Du coup, ça rejoint ce que tu disais, hein. Il faut bouger, il faut se lancer. C'est ça. Maintenant, on va se lancer dans un nouveau sujet. Ok. Tu avais lancé Tourismo, du coup. Ah ouais, là. Je vois le truc arriver gros comme des bus. Donc, c'était un modèle unique basé sur l'abonnement. Ouais. Et là, récemment, tu as décidé de l'arrêter. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais. Mais donc, Turismo de base, il faut le savoir que j'ai pensé à ça en 2016. En rencontrant quelqu'un qui me dit j'ai une voiture pour l'été que j'ai hérité de mon grand-père. Je sais pas si on en avait parlé la dernière fois. Je crois rapidement. Ouais. Ouais. Et j'ai un 4x4. Donc là, j'ai créé leasing part-time, c'est-à-dire une solution de leasing pendant quelques mois de l'année où tu en as besoin. Puis je me suis rendu compte que tu pouvais aussi ne pas avoir le cabriolet. Et donc, part-time et multicar. C'est sorti, j'ai fait le pitch en 2019 après, et j'ai sorti l'offre en fin 2022. Donc l'idée du multi-vehicle subscriptions, c'est de pouvoir prendre une voiture, un 4x4 pour l'hiver et un cabriolet pour l'été. Ou pouvoir aussi avoir la flexibilité de prendre une voiture électrique, d'avoir une bonne déductibilité fiscale, et puis de prendre une thermique, ou même de pouvoir mettre pause à sa consommation. Moi, je pense que c'est la forme de consommation automobile la plus avancée qui puisse exister. Pour des choses ultra techniques qui font que l'automobile est l'automobile derrière, avec tout ce qui est côté financier, etc. Mais enfin bref, je te passe les détails. Donc, quand on a sorti ça, ça a très très bien fonctionné et ça a fait notre réputation. On a réussi à rendre le business model rentable et de le faire avancer. Et puis, quand on a fait notre levée de fonds communautaire en fin d'année 2024, au moment où j'explique qu'on va lancer le Tourismo Single, qui est un abonnement, hein, pareil, de 6 mois à 60 mois, à l'époque c'était de 6 mois à 18 mois, sur une voiture unique, pendant une période donnée, 100% digital livré à la maison. À l'époque, je le fais parce que je vois qu'il y a certains abonnés multi qui utilisent la voiture beaucoup plus longtemps que ce qu'ils devraient l'utiliser. Genre 9 mois, 1 an, 6 mois. Et je dis, mais attends, tu payes une fee d'abonnement, etc. et tu switches pas. Tu mets pas pause. Donc, en fait, c'est pas le produit que tu as besoin. Et donc, je lance Turismo Single pour ça. Et si tu regardes cette explication, quand je lance le single, je mets un tout petit carré du single, un grand carré du multi. Je veux dire, mon intention de dire le multi, c'est notre... Donc, à ce moment-là, j'ai encore rien compris à ce qui était en train de se passer. J'ai juste vu qu'il y avait une autre demande et j'ai mis un produit en face. Mais quand j'ai mis le produit en face, le marché, il a répondu de manière complètement folle. C'est-à-dire que les demandes sur le single ont complètement explosé. Et donc, on vend du single pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. On vend juste un produit qui fonctionne super bien. Le multi reste toujours l'ADN de Turismo. Et puis, il y a plein de choses qui se sont débloquées avec le single. C'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de switch. Plus de problèmes de taux d'inoccupation ou de rapprocher. Tu sais, quand les clients switchent, eh bien, imagine, tu as fait 2 jantes, il faut réparer les jantes pour le prochain client. Donc, si le client t'a pas informé qu'il a fait 2 jantes, tu vas avoir de l'insatisfaction sur l'autre client parce qu'en fait, lui, il part en vacances, mais s'il n'a pas ça. Enfin, c'est très, très complexe comme système. Et pour que ça fonctionne vraiment bien et qu'on puisse le scaler, il faut des technologies derrière, il faut comprendre. Donc, finalement, le multi, c'était un laboratoire. Et le single, grâce en fait à l'épreuve du multi, on était tout à fait prêt à le scaler, mais x100. Et donc quand on a commencé à lancer le single, le marché a répondu de manière complètement folle. Et on s'est surtout rendu compte, je t'explique quand je m'en rends compte, parce que c'est très bien de faire ça comme ça, mais en fait moi je ne me rends pas compte aussi clairement que ça. C'est le moment où Aurore accouche. Donc, je prends un peu de recul. Et pendant quelques jours, je ne vais pas au boulot. Je ne suis pas en vacances, je ne vais pas au boulot. Je suis dans une chambre d'hôpital, je ne veux pas la quitter, je veux rester avec elle chaque minute, tu vois. Et puis, quand j'ai pris tellement de recul que j'ai repensé à ça, et je me suis rendu compte que dans l'évolution de la consommation automobile, le single venait avant le multi. Et que le multi, c'était une forme de flexibilité supplémentaire que le single. Le single, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte finalement ce qu'Amazon a apporté à son industrie. Donc, la digitalisation, livré chez toi en quelques clics, tu achètes ton produit, tu as une marketplace, tu as tous les produits avec des prix très clairs, tu sais tout retrouver et tu es livré devant chez toi. Et ça, c'était largement suffisant que pour bouleverser le marché. Et le multi, même si c'est le cœur du branding, c'est une solution pour dans 10 ans.
Et rien n'est prêt pour le scaling sur le multi. Ni nos technologies, ni le marché en face. Et quand je parle du marché, c'est plutôt marché côté fournisseur. Que ce soit les financements, les leasers, l'assurance. Enfin, c'était très compliqué. Donc, on a lancé le single. C'est un succès absolu, vraiment absolu. Et le multi, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer, on va le tirer jusqu'où je veux. Que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau de la compréhension du nombre de voitures par abonné, par type d'abonné. Il faut pas prendre trop de grosses voitures de catégorie 4 quand en fait tes abonnés veulent des voitures de catégorie 2. Donc il faut le comprendre à l'avance. Il faut avoir suffisamment de voitures, mais pas trop, parce que si tu en as trop, taux d'inoccupation, perd d'argent. Il faut garder un taux d'inoccupation entre des réservations pour être sûr que s'il y a un petit problème sur la première réservation, le deuxième client l'est, mais pas trop, sinon tu gagnes plus d'argent. Donc, alors on va répondre à toutes ces choses, mais en gros, du coup, le multi, professionnellement parlant, c'était un laboratoire. Et on doit l'entraîner, et on doit comprendre, et on doit en tirer des leçons pour arriver plus tard avec une solution plus viable. Donc, il fonctionne toujours, le multi, mais avec quelques clients, donc nos clients historiques. Quand certains sortent, on peut en faire rentrer d'autres. Et le single, par contre, scale très fort. Bon, ça a été un bad buzz, évidemment, parce qu'il n'y a personne qui a compris. Ils pensaient qu'on retournait notre chemise. Et en fait, on était là. Mais non, en fait, notre promesse, nous, à Tourismo, c'est de grandir et de prendre les parts de marché. Alors, le multi, c'est l'avenir. Mais il faut générer suffisamment d'argent pour que ce rêve soit réalité. Et pour ça, il faut avancer plus vite que les autres. Il faut choisir les chemins qui vont plus vite. Et le single, ça va largement plus vite. Quand tu l'expliques comme ça, ouais, c'est vrai que c'est clair. Parce que quand tu as fait ta levée de fonds communautaire, j'imagine qu'il y a des gens qui, du coup, investissaient dans un modèle. Et quand tu as annoncé ce changement, il y a dû y avoir quelques réactions, un mécontentement Ouais, de certaines il y a eu personnes. du mécontentement, mais je pense que pour la plupart, ils sont pas actionnaires. Et que c'était les haters historiques qui ont enfin trouvé un truc à dire: Ah, liar, tu vois, enfin, j'ai un truc qu'on dit, je vous avais dit, vous allez tout perdre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas. Il y a toujours des réactions, mais là, il y a eu la possibilité que quelqu'un dise quelque chose. Mais en réalité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'entreprise se porte beaucoup mieux qu'avant. Et on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le multi. Et j'ai une vision du multi qui dépasse largement ce qu'on était capable de faire. Je veux pousser la flexibilité du multi beaucoup plus loin. Et je veux ouvrir aussi le multi à tout le monde, pas que des voitures de luxe. Et donc, ça veut dire beaucoup plus de quantité de clients et donc un besoin technologique qui dépasse nos capacités actuelles. Donc, c'est pas pour 2 ans ou 3 ans. Ce que je veux faire, moi, c'est l'idée, la prochaine génération de consommation automobile. Pas être le mec sur le réseau qui a ses 200-300 abonnés multi, tu vois. Et en fait, je m'en fous de ce que les gens pensent de nouveau, tu vois. Je veux dire, moi, je sais que j'ai raison. C'est comme ça qu'il faut que je le fasse, quoi, tu vois. Donc quand tu prends une grosse décision comme ça, Ouais, c'est violent. les regards extérieurs, ça t'emporte Mais pas. intérieur aussi, hein. Les équipes, ils ont pas tous compris, hein. Ils ont pas tous compris. Non, mais il y a des fournisseurs qui pensaient qu'on allait faire faillite et tout. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Des gens un peu cons, quoi, tu vois. Ils étaient là, ouais, les gars, c'est complètement fou. Il y a vraiment eu des réactions très bizarres. Et là, je me suis dit, putain, c'est la première fois, finalement, que je peux presque plus faire ce que je veux, tu vois. Là, tout d'un coup, tout le monde criait au génie. Maintenant, tout le monde crie à l'escroquerie, entre guillemets. Je trouvais ça m'a appris pas mal. Je me suis dit, tiens, il y a aussi le revers de la médaille, finalement, d'être connu, c'est que tout le monde pense pouvoir porter un avis sur ce que tu fais. Mais justement, je pense que quand les foules lèvent les panneaux et commencent à te dire qu'il faut que tu ailles en prison, etc., c'est peut-être le seul moment où tu as raison, tu vois. Donc, Ok. je suis Je très vais me content. pencher là-dessus alors. Il n'y a pas assez de gens qui veulent le mettre. Non. C'était peut-être une métaphore un peu trop poussée. Du coup, j'imagine que ça t'a appris énormément sur la flexibilité d'un business model. Quand tu as commencé Tourismo, je pense pas que tu imaginais pouvoir changer un petit peu à ce point-là. En fait, c'était encore plus dur de... Tu te rends compte que quand tu pivotes, mais que tu es plus gros, tu sens le poids du pivot. Et ça me donne encore plus de confiance à me dire que les acteurs qui sont là depuis 50 ans, 30 ans, n'ont aucune capacité à faire ce qu'on est en train de faire. Tu vois. Donc je suis très content d'avoir eu plus difficile à pivoter, et d'avoir de plus en plus difficile à pivoter, et de travailler sur ma capacité à rester flexible dans mes décisions, même en grossissant, parce que je vois, en fait, en réalité, où est le problème de marché et pourquoi c'est systématiquement des nouveaux acteurs qui viennent bouleverser le marché et pas genre un acteur qui est là depuis 30 ans, qui pèse des milliards et qui tout d'un coup crée l'avenir. Et aujourd'hui, c'est quoi la valorisation de Tourismo? On est dans les 40 millions. Exceptionnel. Non, pas exceptionnel, beau départ.
Pardon, les excuses. Mais justement, pour moi, je sais que pour toi, c'est pas le Ouais, cas, mais il y a beaucoup de gens qui te voient comme un entrepreneur à succès. Et la ouais. plupart des gros entrepreneurs, c'est très rare qu'ils aient tous leurs œufs dans un seul panier. Je Mm. voulais savoir si toi, tu avais d'autres business hors tourismo. Non, j'ai pas d'autres business hors tourismo. C'est pas pour autant que j'ai pas un peu de bourse, un peu d'immobilier, mais c'est vraiment un all-in parce que je C'est le suis pas. timing. Oui, mais c'est exactement déjà le premièrement le timing, et puis parce que je vois aucune utilité à dépenser mon énergie sur d'autres entreprises, puisque ma boîte elle a un market cap, donc la possibilité de croître qui est complètement fou, puisque market cap en vrai c'est le monde entier, hein. Et assez facilement en plus. Du coup, quand je me concentre sur autre chose, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et j'ai pas vraiment peur du risque. Donc je cherche pas à tout point à me Mhm. dérisquer. Je pense que ce serait autre chose si par exemple j'avais vendu Turismo aujourd'hui, je me retrouve avec 30 millions d'euros de liquide. Là, je jouerais la sécurité, diversification, des investissements. Là, je suis pas ce genre d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le fondateur de Turismo et je vais chercher la boîte à plusieurs milliards. Et pour ça, bah, tu ne dois pas te concentrer à créer un restaurant et puis acheter un immeuble à appartement. Donc, tout ce que tu Mhm. dois faire, c'est faire en sorte que ta boîte soit la boîte à plusieurs milliards de demain. Et maintenant que tu as pris cette décision et que tu as fait ce pivot, Ouais. est-ce que tu penses que c'était une bonne décision ou une mauvaise décision? C'était une excellente décision. La meilleure décision, une des meilleures décisions que j'ai prises en 2026. Ça nous a permis de nous focus sur plein de bonnes choses, sur notre développement tech, sur la compréhension du client, puis aussi sur comprendre comment on allait vraiment scaler. Et surtout, on n'a pas mis le multi à la poubelle. Il fonctionne toujours, on a toujours des abonnés qui switchent, etc. Je pense que ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention à la communication. Parce que comment ça s'est passé? Je suis arrivé chez Turismo premier ou deuxième jour de travail après que je sois revenu de l'hôpital avec Aurore. Et genre, je fais l'annonce. Je dis, voilà, les gars, le multi, je le mets en pause. C'est-à-dire que là, je ne sais pas quand il va ressortir, mais on a plein de choses à faire avant que le multi ressorte. Et en fait, le multi, ça demande tellement de travail, tellement d'organisation, que tu n'as pas le temps de le développer et d'en plus de ça, de le croître. Donc de temps en temps, il faut arrêter la croissance, parce que la croissance t'apporte pas le développement sur cette offre-là. Ok. Tu vois, c'est pas nécessaire de croître pour développer. Par contre, c'est nécessaire de développer pour croître à nouveau. Donc je dis, on suspend. Et donc, il y a toujours une caméra qui traîne en train de me filmer, tu vois. Et donc, je dis, les gars, après 3 ans, on arrête Tourisme Multi, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, mes gars dans l'équipe ils disent, ah, je sais pas si je vais savoir remonter le réel du jour aujourd'hui. Enfin, tu vois, un truc. Et on a, si, tu dois monter ça. Attends, c'est une super news. Et donc, ils poussent sur le fait, après 3 ans, on arrête. Il met pas tout le truc que je viens de t'expliquer, la raison, le why, le pourquoi, Ok. que ça va revenir, etc. Et sans réfléchir, genre, il filme ça, 18h30, on poste, tu vois, on vérifie pas le truc, et puis paf, et on se dit, oups, on aurait peut-être dû mettre un peu de contexte. La meilleure décision de ta vie. Mais du coup, je me demande, est-ce que tu connais la pire décision financière de ta vie? Non, parce qu'en fait, moi, je pense que les gens doivent dépenser, Ok. et je pense que les gens doivent dépenser beaucoup. Parce que si tu veux gagner beaucoup, il faut te décomplexer de l'argent. Donc moi, j'ai toujours été jusqu'au seuil, du moins avant, où quand je commençais à dépenser, ça me faisait un peu mal, tu vois. Et quand je disais, ouf, on a quand même bien été, alors tout d'un coup, j'avais l'éveil de vouloir gagner beaucoup plus. Donc je pense qu'il faut apprendre à dépenser pour se décomplexifier de l'argent, enfin se décomplexer de l'argent et apprendre à gagner. Et puis, il y a des mauvaises décisions qui ont été les meilleures décisions de ma vie. Genre, à 21 ans, quand je pense que ma boîte crache de l'argent, mais qu'elle n'en crache pas tant que ça, et que je m'achète une voiture à 100 000 euros, tu pourrais dire, mais enfin, t'es stupide. T'aurais pu tellement faire plus avec ton agence immobilière. Oui, mais ça a créé Turismo. Tu vois. Et donc, Mhm. je vis avec très peu de regrets. Ok, déjà très bien. Donc, du coup, me dire, est-ce que tu as fait une mauvaise décision? Je suis là, bon, Mais je comprends, et je sais pas si c'est une façon très saine de vivre, je mais j'ai sais un pas. souvenir en moi où j'étais au fin fond de la Corée dans un bus de nuit, j'ai ouvert mon compte et il y avait écrit moins 6 000 euros. Et à ce moment-là, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Mais au final, je suis quand même heureux, j'ai quand même trouvé une solution. Et ensuite, Ouais. bah après, ça m'a motivé à faire plein de choses Bah et ouais. maintenant je suis arrivé là. Donc Donc, je tu sais vois, pas si c'est un bon conseil, mais il faut s'habituer voilà, à ce que s'habituer ça aux bouge vagues. et que ce soit juste un flux, tu vois, ça sort, ça rentre, hein. Je comprends. J'aimerais savoir, dans ton évolution, c'est quoi ton rêve matériel pour Turismo, ton rêve quantifiable? Tu vois la tour de Tony Stark? Ouais.
un truc comme ça. Ok. Matériellement, c'est cool, je trouve. Là, Revolut, ils viennent de faire une tour de fou à Londres. Et je Exact. trouve qu'avoir un siège social comme ça envoie, quoi. C'est clair. T'arrives et que tu regardes le bâtiment comme ça et que tu dis, ça, c'est mon entreprise. Je trouve ça assez cool. C'est marrant que tu parles de Revolut. L'autre fois, tu m'as parlé de. Tu avais reçu un virement de 2,5 millions Ouais, 2 89 000 après 2,89 déduction. 000 sur Revolut. Ouais. Et En gros, qu'est-ce qui se passe? On a fini la levée, donc tout s'est bien passé, c'est incroyable. On a levé 2 500 000 et on a à récupérer un 2 100 000 plus ou moins sur notre compte en banque. Et donc, on prévient notre banque étatique, tu vois. Écoutez, on a fait une levée de fonds, donc on va recevoir l'argent. Il dit, OK, combien d'investisseurs? 3 785 investisseurs. Et, oh, wow, 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 wow. Je dis, non, mais vous écoutez, on est régulé, on a fait des AML checks, donc vérifier la provenance des fonds, etc., etc. Et genre, ils sont pas du tout chauds quand on reçoive l'argent. Et là, en fait, Crowdcube, ils ont récolté l'argent et nous, on n'a ouais, juste pas de banque ok. pour recevoir le virement. Et donc, j'ai juste ouvert un compte Revolut. Je leur ai envoyé un petit message. Bon, on a toutes les preuves, etc. On va passer de 0 à 2 100 000 en une seconde. Mais s'il vous plaît, ne nous bloquez pas, on est là, quoi. Mais tout était legit 100%. C'est dingue. Mais ils ne sont pas juste restés sur leurs prérequis un peu stupides que certaines banques pourraient faire. Et donc, au départ, je me suis dit, bon, banque digitale, 2,1 billions en une fois, c'est peut-être costaud. Et en fait, pas du tout. Et C'est maintenant, crade. on a ouvert des comptes Revolut pour chacune de nos entreprises. Ok. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que nous aussi, on est chez Revolut, Ouais. Revolut Business, et on a même un lien. Si vous voulez ouvrir un compte Revolut Cool. Business, voilà, vous pouvez le faire. Comme ça, vous pourrez recevoir des virements de 2,5 millions. Ça peut toujours servir. Et oui, c'est pas une blague, les équipes de The Elevate House utilisent vraiment Revolut Business. On l'utilise tous les jours et ça a vraiment changé notre manière de faire du business. On voit immédiatement nos dépenses, on gère facilement nos abonnements et quand on voyage à l'étranger, on n'a aucun frais supplémentaire. C'est une vraie liberté et ça permet de se concentrer sur le business, pas sur la paperasse. Et pour vous qui écoutez le podcast, je vous rappelle qu'en utilisant notre lien en description, il y a 80 € offerts à l'ouverture d'un compte. C'est peut-être le petit coup de pouce qui pourra vous aider à passer à l'étape supérieure. On continue le podcast. Aujourd'hui, j'imagine que c'est pas le rêve d'un immeuble qui te fait avancer, mais Non. est-ce que c'est la passion de voiture, la passion du business? Non. Euh, non, la passion des voitures, c'est plus ce qui me fait avancer aujourd'hui. Je sais pas si c'est la passion du business non plus. Euh, je pense que c'est pas que le business. C'est comme, tu sais, ici, tu parles pas juste de business sur ta chaîne. Tu parles de gens qui veulent aller au maximum de ce qu'ils ont dans les tripes. C'est ça qui me fait avancer. C'est que je sais que je peux faire beaucoup plus. Et je sais que Turismo peut faire beaucoup plus. Et c'est hors de question que j'aille pas au maximum de mes capacités. Donc c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui m'enrage quand j'y arrive pas. Mais c'est plus le business, c'est plus l'argent, c'est plus les voitures. C'est juste l'envie de faire le maximum. Euh, et ce qui est magnifique, c'est que le marché y réponde. Donc je vais donner tout ce que j'ai dans mes tripes, quoi, pour être le meilleur. Et dans 10 ans, tu vois Turismo où? Dans 10 ans, je vois Turismo partout dans le monde, honnêtement, parce qu'il n'y a pas enfin presque partout dans le monde. Et je pense que, on- en tout cas, soit de ça, soit ce sera plus nous, on aura été racheté par celui qui est partout dans le monde. Mais ça, c'est hors de question. Mais donc, je pense honnêtement que on a la possibilité d'être l'avenir de l'automobile. Évidemment, il y aura un beau multi fantastique où je te donnerai pas toutes les inside, mais où il y a plein de Ok. choses qu'on pourrait faire. J'ai vraiment des grandes idées pour le multi aussi. Je pense honnêtement tu vois, Turismo, c'est trois grands piliers. Digital, simple et flexible. Le single, c'est déjà digital, simple et flexible, parce que c'est des offres de 6 à 60 mois. Mhm. Évidemment, le multi, il vient largement travailler encore plus sur la flexibilité. Il la pousse, pousse, pousse. Moi, je pense que dans 10 ans, on sera sur l'apogée de la flexibilité dans l'automobile pour n'importe qui. Pas seulement pour le luxe, mais pour n'importe qui et n'importe où. Tu vois, avoir une solution de consommation comme Turismo, comme le multi, mais partout dans le monde, peu importe où tu es, 100% digital, ce serait complètement dingue. Donc je pense qu'on sera leader sur ce marché. Ok. Et à partir de quel moment tu penses que tu auras atteint cet objectif? C'est quoi le signe qui te dira on est leader? Le signe qui nous dira qu'on est leader, je pense déjà que pour être leader du marché de l'abonnement, il y a des chiffres qui vont parler.
parce que c'est bien d'avoir la vision, d'avoir ci, d'avoir là. À un moment donné, il faut la réalité, il faut des voitures qui tournent et des abonnés qui consomment. Donc, je pense qu'avant de parler de leader, etc., tant qu'on n'a pas atteint 2 ou 3 milliards d'euros de flotte, on n'est pas des vrais leaders. 2 ou 3 milliards, très bien. Tout à l'heure, quand je suis allé acheter à boire, Ouais. il y a GMK qui est passé devant avec Arrête. sa nouvelle GT3 RS, je te jure, c'est vrai. Dingue. Il a upgrade son garage dernièrement. Est-ce que tu penses que tu as toujours des meilleures voitures que lui? Je réponds plus à cette question, c'est fini, tu m'auras plus. Par contre, tout à l'heure, je me suis fait la réflexion que, tu vois, typiquement, le profil de GMK, je trouve qu'il faudrait trop qu'on remplace une de ses voitures contre un abonnement, tu vois, pour Ok. compenser un peu son envie de tout rouler dans l'automobile, de pouvoir toujours, évidemment, un abonnement multi, hein, Mhm. qui puisse tester toutes les voitures de haute catégorie qu'on ait. Je pense que, tu vois, c'est l'avatar parfait. On remplacera jamais son envie de possession et automobile. Il achète tellement de voitures. Mais par contre, au moins avoir un abonnement multi-one, ça me paraît tellement nécessaire, tellement sensé. Et la dernière fois, il y a un membre de mon équipe qui m'a envoyé une vidéo où il parlait, il disait, ouais, il y a des abonnés qui disent que je loue mes voitures, ils sont complètement cons. S'ils savaient, ça me coûtait 30 000 euros par mois. Si tu regardes cette vidéo, les SVJ, c'est 9 000 euros par mois hors taxe. Donc c'est bien, bien moins cher que ce que tu penses. Mais ça reste intéressant du coup. Après, GMK, il a un peu l'abonnement multi sans en avoir besoin, quoi. Ouais, mais non, c'est toujours, T'as raison. toujours compliqué. T'as raison, Donc tu ça vois, en serait... remplacer au moins une, ça Pour peut lui, être ça intéressant. ça Ce serait matcherait feu. carrément, ouais. Ce serait feu. J'ai une dernière question sur une décision qui n'est pas forcément facile à prendre quand on gère un business. Est-ce que, au fur et à mesure où Tourismo évolue, tu serais prêt à engager un CEO? Ouais, si je trouve quelqu'un de meilleur que moi. Je l'ai pas encore trouvé. Ok, mais supposons que à un moment tu serais prêt à Ouais, prendre cette décision. s'il est meilleur que moi, ouais, carrément. Ok. Mais aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que surtout en tant que CEO, bon, je suis sûr qu'il y a des COO, CFO, CTO qui sont meilleurs que moi. Et je serais ravi de les trouver. Et je suis d'ailleurs en train d'essayer de les chercher. Ça, c'est la première chose. Mais un CEO, ce qu'il doit aussi avoir, c'est la vision. Et on est à 1% de ma vision. Tu vois, on parlait de multi tout à l'heure. Même quand il était actif pour tout le monde, le multi, il était vraiment, c'était un brouillon de ce que je veux faire. Et donc, je pense que je remplacerai pour rien au monde ma position de pouvoir créer ma vision tant que je n'ai pas créé ma vision. Mais si vraiment j'arrive dans un avenir à 10 ans où j'ai installé le single et le multi que j'avais en vision et que ma vision s'éteint et qu'en fait, le rôle de CEO, c'est de perdurer les affaires et de les dupliquer dans des nouveaux pays et que pour ça, il y a quelqu'un de meilleur que moi, je prendrai toujours les bonnes décisions face à mon entreprise. Mais en tout cas, j'ai envie de rester sur le ring le plus longtemps possible et il va falloir qu'il soit très très fort. Et du coup, dans 10 ans, t'aimerais que ton fils, quand il te regarde, il voit quoi? Un mec qui s'est battu, je sais pas te dire quoi de plus. Un mec qui s'est battu et qui a réussi, quoi. Merci Angèle, c'était un Ouais, régal. merci Étienne. J'ai ma petite tradition dans le podcast où je demande à Ouais, chaque invité tu le disais. d'écrire une phrase dans le livre. J'aimerais bien que tu écrives une phrase qui résume un peu ton parcours et ton héritage. Tu penses y arriver, ou sauf si tu avais déjà une phrase en Qui tête? parcours mon. Mais oui, mais de nouveau, ça va être très court. Hein. Pas de soucis, pas de J'allais dire, soucis. je fais pas des grandes paroles, mais finalement, c'est pas vraiment vrai. Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous la phrase que tu as écrite dans le livre? Et donc, j'ai marqué une étape à la fois. Et d'ailleurs, c'est un truc mon équipe m'a fait un t-shirt pour ma Noël avec la phrase en anglais One step at a time. Et ma tête, en gros, qui le dit. Parce que je leur dis tous les jours, quand ils sont en train de penser à ce qu'on va faire l'année prochaine, je suis là, non, les gars, on revient, on a 10 étapes à faire avant, et c'est vraiment une étape à la fois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où on a envie d'être riche avant de commencer à avoir travaillé, où on a envie de comprendre comment on crée une chaîne de podcast sans comprendre qu'en fait, il faut juste prendre ton iPhone et commencer à parler. Enfin, c'est tout ce qu'on dit, c'est de commencer à faire une étape à la fois. Merci Angèle, et comme tu l'as écrit dans le livre, à dans 10 ans. À dans 10 ans.